Bonjour tout le monde, bienvenue. Et puis, je vous remercie d'être là, vous êtes nombreux, puis on est super content de vous recevoir, puis d'aborder des questions, je pense, importantes. Et puis en même temps, comment dire, il y a beaucoup de mystères autour du métier d'artiste, et puis je pense que c'est bien de démystifier un peu c'est quoi être un jeune artiste. Et puis de parler avec des gens qui ont une expérience sur le terrain, ça va être fantastique. Merci Ali d'être là, merci Rihab, merci Soad. Je vais passer la parole à Soad qui va lire les biographies des intervenants. Oui, je vais vous introduire tout le monde rapidement. Donc, on a Hugues Charbonneau, directeur de la galerie Hugues Charbonneau. Hugues Charbonneau a commencé sa carrière dans les arts visuels au Musée d'art contemporain des Laurentides, puis à la revue S. Il a fondé sa galerie en 2012. Pour sa programmation d'exposition, la galerie Hugues Charbonneau célèbre le dynamisme culturel et le potentiel novateur des métropoles contemporaines. Au cours des 10 dernières années, les collaboratrices et collaborateurs de la galerie ont, entre autres, exposé à la Biennale de Venise, à la Biennale Dakar, au Whitney Museum, au Palais de Tokyo de Paris, au Pyroplant et au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Je vais me présenter. Mon nom est Soad Carrier. Je suis directrice chez McBride Contemporain. Je suis graduée en Beaux-Arts de Concordia et du HEC en gestion d'organismes culturels. Je suis directrice chez McBride Contemporain depuis le début de l'année 2022. J'évolue dans le domaine de l'art contemporain depuis une dizaine d'années. J'ai occupé des postes tels que directrice adjointe chez Bradley Artasqueran et j'ai également géré une levée de fonds qui a mené à l'acquisition du bâtiment principal de la fonderie Darling. Rihab Essay. Rihab Essay est une artiste née au Maroc et a grandi à Montréal. Ses recherches portent sur les questions d'isolement et de déconnexion à l'ère numérique, imaginant des avenirs de force douce et de reconnexion sociale, en proposant une attention accrue à la couleur, au costume, à la tactilité et au son. Elle a obtenu sa maîtrise en beaux-arts à l'Université de Guelph en 2022. Son travail a été présenté au Conseil des arts de Montréal, à la Centrale Powerhouse, à Never Apart, au Plum à Toronto, à l'Art Gallery of Guelph à Guelph, à l'Union Gallery à Kingston, à l'Arsenal Toronto et à McBride Contemporain à Montréal. Et elle fait partie de la cohorte Arch 2019. Excusez-moi. Et Alligator, artiste. Alligator est une artiste autodidacte établie à Montréal. Le processus créatif d'Alligator commence par l'observation de la vie quotidienne. Bien que son style rappelle les illustrations de livres d'enfants, ses œuvres sont cathartiques et surprennent par une combinaison de féminisme espiègle et d'humour noir. Ses dessins touchent, entre autres, au thème de l'anxiété, la dépression, les relations interpersonnelles et l'absurdité de la condition humaine, le tout avec une touche ludique. Son travail a été présenté à la galerie Hugues Charbonneau, à la galerie Louise et Reuben Cohen de l'Université de Moncton, à Mayton's Project à Toronto, ainsi qu'à la Andrew Edlin Gallery à New York City. Elle a fait partie de la cohorte Arch 2020 et elle est représentée par la galerie Hugues Charbonneau. Donc, dans le fond, on a divisé la présentation en deux sections qui, je pense, tout d'abord, on voulait un peu démystifier des choses. Donc, la première partie, on va appeler ça « Avancer dans le noir ». Et puis, je pense qu'on va un peu faire le portrait. Ça peut être quoi être un artiste de la relève. Puis, dans la deuxième partie, on va plus rentrer dans des questions d'accompagnement professionnel, puis un peu de marché de l'art. Donc, à vrai dire, plusieurs d'entre vous que je connais ici sont artistes ou sont dans le milieu. Donc, pour vous, ça va être plus familier, mais quand même, c'est important de peut-être faire un petit portrait quand même de ce que peut être la vie d'un jeune artiste. Et puis, comprendre à quel point c'est vague, puis à quel point c'est un saut dans le vide. Exemple, je pourrais faire une comparaison. Ma sœur enseigne l'agronomie à l'Université Laval. 99% de ses étudiants ont un emploi avant la fin de leurs études, donc sont recrutés pendant leur bac. Et l'emploi, c'est ce qu'ils ont étudié. Donc, ils ont appris à utiliser un logiciel, bien, ils utilisent ce logiciel-là. C'est très clair. Alors que quelqu'un qui termine en art visuel, c'est quoi qui se passe? Ça veut dire, moi, je me souviens, j'ai étudié en art visuel d'abord, puis tu reçois ton diplôme et puis tu sors de l'université et tu n'as aucune idée
c'est quoi le milieu de l'art, c'est quoi qui t'attend. Même si tu as un peu fréquenté les galeries, tu ne sais pas comment ça fonctionne, tu n'as pas d'instruction, il n'y a pas de carnet d'instruction qui existe. C'est un milieu un peu secret quand même, où c'est pas tout qui est dit publiquement. Fait que là, tu avances dans le vide et puis tu essaies de comprendre, puis de bâtir un avion en plein vol, comme il dirait. Donc, comme je disais, donc, il n'y a pas de tracé clair, puis il n'y a pas de règles non plus dans le milieu de l'art. Vous savez, c'est le plus grand marché non réglementé du monde. Hein. C'est quelque chose de très abstrait, le milieu de l'art. Il y a une statistique. Statistique Canada a fait une étude il y a quelques années, et puis c'est presque violent, à vrai dire. De tous les gens qui obtiennent un diplôme en art visuel, seulement 5 vont continuer. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dans le milieu culturel, mais je veux dire le métier professionnel d'artiste en art contemporain. Ceci dit, je vais rassurer ceux qui sont aux études en art visuel, c'est que l'autre partie de la statistique qui est intéressante, c'est que les gens qui ont fait des études en art visuel gagnent en moyenne mieux leur vie que la population québécoise moyenne. Parce qu'on apprend à développer une pensée critique, on apprend l'introspection, donc on va peut-être faire... Moi, je fais un exemple. Exemple, je suis plus artiste, et pourtant, ça m'a énormément servi dans la vie. Donc, c'est complexe. C'est quoi participer au milieu culturel? C'est quoi être un artiste? On pourrait rentrer beaucoup là-dedans, mais il reste que, selon les statistiques, donc il y a 5 qui vont continuer. Fait que donc, je vais demander des questions à Ali et à Rehab ici, à vrai dire. Puis on va commencer assez relax. Ça veut dire que c'est une question un peu légère, mais vous, est-ce qu'il y a eu un moment de vertige, justement, un moment où vous avez pris conscience de ça dans lequel vous étiez embarqué, où vous vous êtes dit, bien, dans le fond, qu'est-ce que j'ai fait là, tu sais? Je pense que pour moi, c'est un vertige constant. C'est beaucoup de doutes. Ma pratique artistique est vraiment, c'est quelque chose de vraiment personnel, plus comme un journal intime que quelque chose de conceptuel. Alors, mettre ça devant des gens, il y a un sentiment de vulnérabilité qui est toujours là. Puis, le sentiment d'imposteur, c'est comme cliché, mais comme quelqu'un va se rendre compte au bout d'un moment que je suis pas supposée être là, que c'est comme... et puis, je pense le fait... Personnellement, j'ai pas été en école d'art, alors ça ajoute aussi à ce sentiment de... Qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais j'ai beaucoup de chance d'être très bien entourée avec un galeriste très patient qui est compréhensif, qui est toujours là pour m'épauler quand je commençais à partir en spirale. Puis et j'ai aussi la chance de partager un atelier avec 3 autres artistes, Leila Zeli, Sipe Simoniz et Michael Sergil, qui sont toujours là, vraiment généreux avec leur écoute, leurs conseils. C'est très chanceuse. Et toi, Riam? Je vais seconder ça avec l'imposteur syndrome. Je pense que même si tu as des shows, tu es comme, OK, c'est quoi la prochaine affaire? Peut-être que c'est correct, peut-être que c'est la dernière. Puis comme, that was OK. Genre, je pense que c'est comme on est tellement critique de soi-même. Mais, ouais, vraiment critique de soi-même. Puis comme, c'est seulement vraiment avec la distance que tu réalises que, OK, c'est peut-être correct. Mais sur un moment, j'ai l'impression que je suis toujours un petit peu, like, a standard level of stress. qui ne descend jamais. Peut-être c'est un peu bon aussi. Ouais. Ben, à vrai dire, peut-être on peut... une question que j'avais pour tous les invités, à vrai dire, puis c'est une question vraiment importante, c'est quoi un artiste de la relève ou un artiste émergent? C'est un terme qu'on entend beaucoup. Il y a même des bourses dédiées à ça, des programmes dédiés à ça. Mais comment on définit, selon vous, c'est quoi un artiste de la relève ou un artiste émergent?
Ben, je peux commencer. C'est effectivement une question qui apparaît comme étant vraiment très simple, mais je dirais que même dans le milieu, on ne s'entend pas nécessairement, puis ça va changer tout dépendant du contexte. Par exemple, on a des prix, on a des bourses, on a des appels de dossiers qui sont pour des artistes en bas d'un certain âge. Donc là, tout d'un coup, on a l'impression qu'être artiste émergent, c'est lié à l'âge. Moi, je suis plutôt d'avis, en fait, que c'est vraiment par rapport au parcours, puis qu'il y a, comme Hugues l'a mentionné au début, il n'y a pas un seul parcours qui existe, en fait, pour les artistes. Donc, ça se peut qu'on ne commence pas à 20 ans en se disant, bon, on s'en va à l'école, on va faire ça de sa vie, puis des fois, c'est beaucoup plus complexe que ça. Puis il y a plein de parcours différents qui nous emmènent à devenir artistes. Donc, être artiste émergent, pour moi, c'est pas nécessairement relié à l'âge, c'est vraiment relié au parcours et au CV. Des fois, on n'a peut-être pas l'impression aussi, mais être artiste, c'est une carrière aussi, et on développe un CV professionnel comme on fait dans d'autres types de carrières. Et il y a des jalons qui sont importants dans ce CV-là qui vont déterminer, en fait, où est-ce que tu en es rendu, justement, là, dans ton avancement en tant qu'artiste. Je peux continuer? Vas-y. Bien, en fait, par exemple, on peut avoir des expositions de groupe avec des artistes qui ont des intérêts similaires. Il y a l'éducation aussi qui peut entrer en compte ou ne pas entrer en compte aussi. Il y a l'exposition solo, la première exposition individuelle, qui est un moment important dans la carrière d'un artiste aussi. Avoir des écrits sur son travail, des critiques qui vont venir écrire sur le travail. Donc, tout ça, c'est une espèce de reconnaissance par les pairs qui, eux, évoluent en fait depuis probablement plus longtemps dans le domaine, mais qui sont là pour vous donner le support et l'approbation aussi pour vous dire, oui, continuez à avancer, on aime ça, puis c'est intéressant ce que vous emmenez à la table. Je dirais qu'à partir du moment qu'on commence à avoir une relation un peu plus sérieuse avec une galerie, soit en collaboration, en représentation, mais là, peut-être qu'à ce moment-là, on est un petit peu plus, justement, moins artiste émergent, puis on avance vers peut-être être un petit peu plus comme en mi-carrière ou être un petit peu plus établi là, d'une certaine façon. Donc moi, c'est la façon que je le perçois. Rihab ou Ali, est-ce que vous aviez... Moi? Même chose. D'accord. Non, vraiment même chose. C'est aussi, tu le vois récemment aussi avec les prix, par exemple le Sobi, ils ont enlevé l'âge de limite parce que justement, être émergent, ça devrait pas être lié à l'âge. C'est un stéréotype qui doit juste partir parce qu'on peut commencer vraiment à n'importe quel âge et ça développe vraiment en son temps avec son énergie, son parcours, puis ses collaborations et ses échanges avec les galeries. Et j'espère qu'il y a d'autres prix aussi qui vont changer comme ça. Ouais, pour le public, le prix Sobi, c'est probablement le prix le plus important pour la relève au Canada. Donc, c'est un prix national. Différents commissaires de musées se réunissent et choisissent son artiste. Il y a des finalistes, ensuite un gagnant. Avant, il définissait 40 ans. C'était le point tournant. Donc, un artiste en bas de 40 ans pouvait appliquer pour le prix. Au de 40 ans, on ne pouvait plus. Puis, depuis l'année dernière, ils ont accepté que peut-être il y aurait des artistes qui, dans leur vie, ce serait une autre étape d'être la relève. Puis, il y a des artistes qui, au contraire, à 30 ans, ne peuvent plus se qualifier dans la relève. Donc, ils ont enlevé le facteur de l'âge. Moi, je réfléchissais un peu à cette question-là. Puis je me disais aussi que peut-être c'est quelqu'un de la relève, c'est peut-être simplement quelqu'un qui n'a pas eu la chance de tester son potentiel. Puis ça, quand je dis la chance, c'est pas nécessairement juste le milieu de l'extérieur qui donne une chance ou ça, mais peut-être des fois dans notre propre vie, on n'a pas eu la chance d'explorer notre potentiel. Puis ça se peut que ce soit à 50 ans ou à 60 ans, que finalement on soit rendu à cette étape-là dans la vie où on peut se donner cette chance-là. Et puis ensuite, bien, c'est sûr, il y a certains facteurs extérieurs où là, est-ce que quelqu'un va nous voir pendant qu'on fait ça? Est-ce qu'on s'est fait donner notre chance? Je pense à beaucoup de femmes artistes, entre autres dans les années 70. Maintenant, on retourne dans le temps, puis on leur donne une chance. Ou des artistes, exemple, récemment, j'ai exposé une artiste haïtienne qui a plus de 70 ans, qui avait presque jamais exposé de sa vie. Puis finalement, on a présenté le travail, puis c'est un musée qui a choisi l'œuvre, parce que c'était bon depuis toujours. C'est juste que personne ne savait qu'il était en train de faire ces œuvres-là. Donc ça pour dire, à 70 ans, on peut être un artiste émergent, je pense, aussi. Ou des fois, comme je dis, dans la vie, on arrive à cette étape-là plus tard où on peut le faire, on peut se tester soi-même.
Puis à la fin, il y aura une période de questions, puis je serais curieux de savoir votre opinion aussi là-dessus. Donc, je vais retourner une question aux artistes. Elle veut dire, vous avez les deux des parcours très différents. Puis je pense que c'était une partie de l'intérêt de vous mettre les deux ensemble. Donc, exemple, Ali, toi, tu étais autodidacte. Ben, tu as fait des études en anthropologie, muséologie, mais tu n'as pas étudié l'art en art visuel. Alors que toi, Riab, tu as fait une maîtrise à Guelph en pratique des arts visuels. Puis, comment ça s'est passé chacun de votre côté, les premiers pas? Est-ce que vous pouvez parler qu'il y a eu un moment de premier pas? Premièrement, peut-être ma question n'est pas valide, mais comment ça s'est passé pour vous deux, avec vos parcours, les premiers pas dans le milieu de l'art contemporain? Je pense pour moi, en fait, c'est au cégep. Genre, j'avais commencé avec un double deck en art visuel puis en sciences nature. Puis j'avais coulé toutes mes cours de sciences. Puis ça a genre juste pris une rencontre avec mes parents, puis comme un counseling, que comme, je pense que je suis capable de te faire les arts, de comme, que je suis passionnée assez, puis assez déterminée pour continuer là-dedans, regardless of what comes after. C'était ça l'étape pour toi. Puis toi, Ali, est-ce que tu décrirais une période de premier pas, puis à quoi ça ressemblait? Moi, j'ai toujours dessiné, fait des choses créatives depuis que je suis enfant. Mais j'avais jamais vraiment eu l'idée de faire ça professionnellement. C'était comme, je connaissais personne qui faisait ça. Donc, puis j'avais jamais fait la connexion entre ce que je faisais puis l'art contemporain. Des dessins, dans ma tête, c'était comme l'art conceptuel, les installations. Et puis, ouais, c'est ça. C'était juste ce que je faisais pour m'amuser. Puis j'ai commencé à mettre ça sur les réseaux sociaux il y a quelques années. Puis j'ai vu que ça plaisait. Et puis en 2019, j'ai participé à quelques expos DIY avec des amis pour s'amuser. Et en 2020, je pense que j'ai vu comme une publication sponsorisée sur Instagram pour Arch. Et j'ai cliqué. Et j'ai vu que l'appel de dossier était vraiment accessible. C'était comme des photos puis une courte bio. Donc j'étais comme, oh, ça, je peux faire ça. Puis j'ai été acceptée, j'ai exposé là-bas, puis c'est là que j'ai rencontré Hugues. Ben d'ailleurs, en passant, on en profite de remercier Arche qui présente la conférence en ce moment. Et puis, pour le public, et puis peut-être pour certains jeunes artistes ou moins jeunes artistes qui sont dans la salle, pourrais-tu juste un petit peu décrire pour toi, en tes mots, c'est quoi Arche? Oui. Donc, Arche, c'est un organisme à but non lucratif qui soutient, forme et diffuse le travail d'artistes de la relève de Montréal. Depuis 2018, ils organisent un festival chaque année avec une exposition d'une vingtaine d'artistes dans le Square Dorchester. Ouais. Et ouais, non, ça, j'ajouterais en fait, c'est surtout ce qui est vraiment intéressant, c'est les cours, les trainings qu'on reçoit avec. Que justement à l'université, on parle beaucoup plus de créer de l'art et de l'espace pour créer, mais on ne parle pas vraiment de la partie métier d'être artiste, la partie parler avec les galeristes, emballer des œuvres, comprendre un peu le marché. Il n'y a rien vraiment qui nous prépare de ça à l'éducation à l'université. Donc, Arche, ça venait vraiment faire le meilleur complément, en fait, important dans notre métier, en fait. C'est ça, parce que des formations, ça dure combien de temps, les formations? C'est quand même une bonne période, là. Mon année, c'était 2 semaines, 3 semaines qu'on avait des cours, on allait là chaque jour. Fait que donc, vous êtes là, il y a des conférenciers, des gens du milieu qui viennent vous parler, expliquer comment fonctionnent les bourses, expliquer le réseautage dans le milieu de l'art contemporain. Tu fais un sujet, dans le fond? Non, exactement. Puis on avait aussi des devoirs, donc aussi comment appliquer à une bourse, à parler de ton travail d'une manière qui est compelling pour une bourse, parce que c'est en fait un de notre
financement plus important. En fait, en tant qu'artiste, il y a les ventes, mais la majorité de notre salaire vient des bourses canadiennes pour aller chercher le studio. Donc, apprendre à parler de ton travail, l'écrit, pour que ce soit vraiment compréhensif et compelling, est vraiment pas... C'est un art d'elle-même, honnêtement. C'est pas la même écriture qu'à l'université. Pas du tout. Tout à fait. Hein? Ça, je me souviens, c'était des fois, je suis sur des jurys de maîtrise, puis c'est fascinant de voir le type de... Exemple, un texte de démarche d'artiste qu'on présente à l'université, ça va être un 15 minutes, 20 minutes, mais à vrai dire, dans le milieu de l'art professionnel, souvent, c'est une page. Et puis drôlement, des fois, même quand on travaille avec des musées, tu as comme 1 minute pour expliquer ta démarche. Donc, c'est une autre manière de penser son travail quand on arrive dans le milieu de l'art professionnel. Puis des fois, c'est un choc pour certains étudiants. Merci. Donc, Soad et Riab, quels sont les conseils que vous auriez pour une amie ou un ami qui souhaiterait faire carrière en art? Tu sais, un ami vous annonce, là, j'aimerais, soit qu'il est aux études ou il n'est pas aux études, mais il aimerait aller en art visuel. Ce serait quoi un bon petit conseil vous auriez? Mais moi, je dirais de s'investir autant au niveau de votre création, mais de vous investir aussi au niveau relationnel. Aller dans les vernissages, aller dans les expositions. C'est vraiment à travers voir de l'art que vous allez pouvoir aussi articuler votre propre pensée. Puis, on est très reliés aussi dans le domaine de l'art. On se connaît beaucoup. On sait, si c'est pas de façon personnelle, on se connaît de nom. Donc, je dirais de quand même prendre ça, de pas prendre ça à la légère, en fait, là, le fait de créer des contacts avec les personnes, mais faites-le de façon authentique aussi. Quand vous allez dans des événements, allez-y vraiment pour voir l'art, pour discuter de l'art. Si vous voulez emmener un ami avec vous parce que vous trouvez que c'est gênant comme contexte, faites-le. Vous allez pouvoir parler ensemble, puis vous allez pouvoir discuter. N'hésitez pas à demander à l'artiste si vous voulez engager la conversation avec eux ou avec le directeur de la galerie ou les assistants ou n'importe qui est là. C'est vraiment des opportunités, en fait, de créer des liens qui vont éventuellement mettre la puce à l'oreille, en fait, aux galeristes. Puis nous, notre travail, c'est de garder l'œil ouvert, puis de voir ce qui se passe aussi là, en art. Donc, le fait d'avoir un visage sur le nom, ça nous aide beaucoup. Puis, ben oui. Toi, Riab, aurais-tu un petit conseil à un ami? Je suis complètement d'accord avec toi. Puis je dirais aussi, quand on va voir des galeries, pas penser vraiment à compromettre ta pratique pour faire comme quoi que ça se vendrait mieux. C'est vraiment rester authentique à ta pratique, à ta vision. Parce que le but, en fait, c'est que ton idée, ta connaissance, ton identité d'artiste soit celle qui est acceptée par le galeriste ou par le centre d'artistes. Et ça, en fait, tu vas être accepté pour ta propre pratique, tes idées, tes critiques, qu'une version compromise pour le marché, entre guillemets. Si je peux me permettre aussi, rebondir là-dessus. En fait, quand je disais aussi aller voir des expositions, vous allez réaliser assez rapidement que les galeries ont des programmes qui sont différents, ont des tendances esthétiques, formelles, conceptuelles qui sont différentes aussi. Donc, ça se peut que votre travail ne fonctionne pas avec une galerie en particulier, mais avec une autre, c'est un bon fit, comme on dit. Donc, de prendre ça en compte, puis de valoriser aussi le travail qui est fait par la programmation, puis de ne pas penser que one fit all. Il y a vraiment des nuances, puis on travaille beaucoup aussi à ça pour essayer de développer des programmes qui sont intéressants, puis qui se différencient aussi là, d'un espace à l'autre. Tout à fait. Tout à fait. À vrai dire, quelque chose d'aussi simple aussi que quand on est aux études ou on sort avec une corde de jeunes artistes ou on commence à fréquenter le milieu, c'est sûr qu'il n'y a rien de tel que de cultiver des amitiés sincères. Moi, en tout cas, c'est bizarre. Ça fait presque une trentaine d'années que je suis dans le milieu. Puis encore, le mois dernier, je travaillais avec une fondation à Calgary, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai étudié. Puis pendant qu'on était aux études, on connectait, on avait des choses à se dire. Puis c'était pas opportuniste. J'avais rien à gagner de cette personne. On était 2 étudiants. Mais on connectait. On a pris soin de cette amitié-là toutes ces années-là. Quand elle vient à Montréal, on prend un petit café. Quand je passe, les quelques fois que je passe à Calgary, je suis allé la voir. Puis tu échanges des idées, tu restes encore. Mais quand vous rencontrez quelqu'un, puis
qu'il y a une connexion, c'est précieux dans le milieu de l'art. C'est vraiment, vraiment précieux. Et puis, d'en prendre soin, de donner aussi, de pas juste recevoir de la communauté, mais de se dire, ben, exemple, il y a un centre d'artistes qui vous plaît tellement, mais pourquoi pas être bénévole? Puis moi, c'est comme ça que j'ai commencé, en passant la mop chez au bureau, puis en lavant la vaisselle, puis en jasant. Puis à un moment donné, tu rencontres des gens, tu les trouves le fun. Mais tu accélères, 15 ans plus tard, tu fais un projet avec eux. C'est ça qui est fascinant, à vrai dire. C'est à quel point, je regarde aujourd'hui mon réseau, puis souvent, c'est des gens que j'ai connus très jeunes, puis avec qui on a gardé des liens, puis on a cultivé ça. Mais c'était pas faux. C'était vraiment des réelles amitiés. Donc, quand vous rencontrez quelqu'un comme ça à l'école ou dans une première exposition de groupe, quelque chose comme ça, vraiment prenez-en soin. Ça va être votre réseau du futur. Puis aussi, ben, c'est important ce que tu as dit, Rihab, de garder la pratique artistique au centre de tout, parce que sinon, on se lance dans des détours qui n'ont rien à voir. C'est exemple, c'est pas parce que quelqu'un est riche qu'il doit nécessairement être dans ton réseau, que vous avez des affinités philosophiques, que cette personne-là va s'identifier à ton travail. Fait qu'aussi bien être honnête, centrer ça autour. Si quelqu'un apprécie ta pratique, c'est intéressant. Si toi, tu apprécies la pratique d'un autre artiste, va vers cette personne-là. Probablement que vous partagez des valeurs, mais de se souvenir que c'est des arts visuels, puis au bout du compte, il y a des œuvres. Et puis, c'est ça qui devrait être le centre de tout votre réseautage et puis de vos premiers pas dans le milieu de l'art aussi. Fait que là, d'ailleurs, justement, on arrive dans la deuxième partie de la présentation, qui serait un accompagnement professionnel. Et puis aussi, on va parler un petit peu du marché de l'art, pas trop, mais peut-être un petit peu. On pourrait dire dès le départ que ça prend quand même plusieurs années ou un certain temps à bâtir un momentum dans le milieu de l'art. Ça demande une certaine patience, ça ne se passe pas immédiatement. Et puis, souvent, avant de développer un marché, on commence par développer une carrière. Ça paraît ridicule de dire ça, mais souvent, les gens vont penser au marché vite, alors que peut-être il faudrait plus penser à un développement de carrière, puis l'encadrement de cette carrière-là. Et puis aussi, je pense que c'est important de trouver des moyens de faire comprendre sa démarche artistique dans toute sa complexité et puis sa profondeur. Ça paraît encore là, simple à dire, mais comment on fait ça? T'sais, on rentre dans le milieu de l'art, puis notre démarche est complexe, il faut en parler longtemps. Puis comment on arrive à montrer cette complexité-là dans ce milieu-là? Fait que là, une question pour Souad et pour Hugues. Comme galériste, quelles sont les premières choses à faire lorsqu'on commence à accompagner un artiste de la relève? Comment se familiariser avec son travail? Qu'est-ce qui doit être mis en place? Souad. Moi, je considère vraiment, en fait, la relation avec un artiste comme quelque chose qui va évoluer sur le long terme. Donc, je vais essayer de cultiver quelque chose qui va se développer dans le temps, qui va prendre du temps, qui va prendre un épaulement, justement. Puis, je ne m'attends pas nécessairement à avoir des résultats instantanés. Pour moi, c'est toujours un travail de longue haleine, en fait. Faire des visites de studio, c'est une des premières choses qui se fait bien. En fait, non, pardon. Avant ça, je suis le travail de l'artiste. Je regarde qu'est-ce que cette personne-là fait. Je vais aller à ses expositions, si c'est possible. Je vais lire sur le travail s'il y a des écrits, ce genre de choses. Mais je vais aussi établir un contact personnel avec cette personne-là, aller dans son studio, discuter, voir comment on s'enligne justement aussi au niveau philosophique et relationnel aussi. Parce que c'est vraiment un gros lien de confiance, en fait, aussi, qui s'établit, en fait, entre l'artiste et la galerie. Puis il faut être capable d'avoir des conversations ouvertes et d'être capable de se critiquer aussi d'une certaine façon l'un l'autre, puis grandir, en fait, à travers cette relation-là. Donc, je pense que c'est ça. La confiance, elle a besoin d'être là. Puis, il faut qu'il y ait comme une bonne... je vais l'utiliser encore, là, un bon fit entre l'artiste et la galerie. Après ça, il y a plein de façons différentes. On peut préparer une exposition de groupe. On peut mettre en contact avec des personnes qui pourraient proposer un espace d'exposition aussi. Donc, on commence à mettre des petites pierres, en fait, pour des stepping stones, pour avancer et faire évoluer la carrière de l'artiste. Moi, je commencerai comme ça. C'est bien, Souad. Merci, merci. Mais à vrai dire, c'est... Ouais. Puis je pense que c'est particulier. En tout cas,
Moi, je dirais, c'est drôle, parce que je prends peut-être un artiste aux années, aux 2 ans. Des fois, je passe 3 ans sans prendre un artiste, mais je vais mettre facilement 5 à 10 heures semaine à regarder qui sont les jeunes artistes. Fait que je vais être sur tous les jurys, Arche, BMO, RBC, tout ce que... Quiconque m'invite à être sur un jury, normalement, j'accepte. Et puis, on passe des centaines de dossiers. J'accepte toutes les critiques de maîtrise, de bac, de... Tu sais, je veux voir qui sont les jeunes. Instagram, c'est une ressource fantastique. Aussi pour ça, parce qu'on ne voit pas juste les œuvres, aussi les artistes sur Instagram vont mettre leur atelier, mais aussi des choses qui les inspirent. Il faut qu'on apprenne à comme, enrober, à comprendre ce qu'il y a autour de cette pratique-là au fil du temps. Puis le temps, justement. Parce que quand on voit une œuvre, on se fait une première idée. Déjà, ça dit quelque chose, mais ça prend un certain temps à établir, je pense, comprendre le sérieux de cette recherche-là. Aussi, l'authenticité de cette recherche-là. Et puis, des fois, au premier regard, vous êtes promené dans la foire. Des fois, c'est difficile de comprendre une pratique avec une œuvre. Est-ce que c'est une pratique qui est formulée? C'est une pratique qui est sincère? Y a une profondeur? Fait que des fois, ça prend plusieurs mois, plusieurs rencontres avec l'artiste pour sentir qu'il y a une profondeur là-dedans. Puis, c'est très important parce que si on s'engage à très long terme avec des artistes, sur des dizaines, des vingtaines d'années, bien, on veut s'assurer que ça ne va pas tourner en rond après un an, qu'il y a quelque chose qu'on peut approfondir. Puis ensuite aussi, faire des petits tests parce que des fois, on n'est pas la bonne galerie pour la personne. On adore le travail. Moi, ça m'est arrivé, il y a des artistes que j'admire. Puis je commence à en parler, puis je bafouille, j'ai rien à dire. Je n'ai pas les outils, puis je n'ai pas le réseau pour cet artiste-là. Mon réseau fonctionne avec d'autres artistes, peut servir certains artistes, mais pas cet artiste-là. Puis c'est triste, mais c'est ça. Fait que des fois, de faire des petits tests, inviter l'artiste pour un projet, le présenter à des gens, ou parler de son travail à des gens, puis juste voir comme, est-ce que je peux maîtriser ça. Puis ensuite, oui, ça évolue sur plusieurs années où, comme ça fait, je pense, 8 ans, je travaille avec Mary Upfield, mais je pense que quand juste à effleurer la compréhension de ce qu'elle fait, la complexité de ce qu'elle fait, il y a des artistes comme ça prend des années à maîtriser le langage autour du travail, puis à pouvoir le défendre de manière optimale. Fait que donc, tout ça pour dire, il faut prendre son temps un petit peu dans les choix. J'ai appris à prendre beaucoup de temps. Maintenant, souvent, j'ai perdu des belles opportunités parce que je vais prendre énormément de temps à observer l'artiste, passer du temps avec l'artiste. Maintenant, j'ai la chance d'avoir un mécène qui finance des ateliers pour des artistes, donc je peux même leur prêter des ateliers, les regarder aller sur des années avant d'aller plus loin dans la relation. Puis d'ailleurs, puis là, on va passer on reste dans le pratico-pratique, Sohane. Donc, est-ce qu'il y a des étapes ou des sortes de rituels pour initialiser ton réseau à un ou une nouvelle artiste? Là, tu te décides, là, je m'engage avec cet artiste-là. Est-ce qu'il y a une espèce de rite du feu? Comment ça se passe? Bien, nous, à la galerie, en fait, on a eu plusieurs stratégies pour initier certains artistes. Avant que j'arrive, il y avait une stratégie qui était quand même intéressante où est-ce que on présentait des expositions duo d'un artiste émergent puis un artiste établi. Donc, ça créait une conversation qui était vraiment intéressante. Et à travers l'artiste établi, l'artiste émergent avait une certaine visibilité aussi. Donc, il y avait quelque chose de... C'était une formule qui était quand même intéressante à faire et qui profitait à tout le monde parce que les expositions duo, ça peut être très chouette parce que ça permet de développer un corpus d'œuvres en conversation avec un autre artiste de façon peut-être un petit peu plus personnelle que pour une très, très grosse exposition de groupe. Donc, il y a ça. Après ça, je dirais que ce qui est important à savoir, c'est que la plupart des artistes qui vont terminer leur maîtrise vont avoir une exposition de maîtrise. Donc, il faut qu'ils trouvent un lieu, en fait, où exposer leur travail. Et c'est ce qui est arrivé avec moi et Rehab. C'est que, dans le fond, elle avait eu son exposition à Guelph et moi, je voulais vraiment pouvoir la présenter à Montréal. Donc, je lui ai offert la galerie, l'espace, pour qu'elle puisse présenter une seconde itération, en fait, de son exposition de maîtrise. Donc, ça, c'est vraiment une belle introduction aussi au réseau. Puis, souvent, ça va déboucher sur d'autres opportunités. Si vous ne l'avez pas vu, son installation est en bas, proche du lounge. Donc, je vous invite à aller la voir. Et c'était sa thèse de maîtrise qui est en bas. Oui. Ouais. Puis, après ça, c'est sûr que nous, on a un gros travail de développement de relations personnelles aussi avec les collectionneurs.
Et aussi, dans le fond, c'est ce qu'on fait. On établit des relations de confiance, autant avec les artistes qu'avec les collectionneurs. Puis, quand on arrive à avoir justement cette espèce de lien avec quelqu'un, on est capable de discuter, en fait, du travail des artistes et de voir leur réaction. Puis, il va y avoir, étant donné qu'il y a un lien de confiance qui est établi, on va avoir beaucoup plus d'ouverture, en fait, à présenter des artistes qui sont nouveaux sur le marché. Donc, voilà. Ouais. Non, ça répond bien. Aussi, moi, je sais que des étapes qui peuvent être drôles, mais très pratico-pratiques, c'est dans le fond, on identifie un artiste qu'on apprécie, on commence à collaborer ensemble, et puis arrive le point où on veut s'engager. Puis il y a quand même le rituel de l'annonce. Ça, c'est toujours très important. Mais avant ça, il y a tout un travail en coulisses où il faut repenser les textes. Par exemple, un artiste peut être bon peut-être pour parler de manière plus anecdotique de son travail. Il faut un peu structurer le texte de démarche, le raccourcir souvent, le passer de 5 pages, 10 pages à 100 mots. Et puis, préparer les outils, documenter les œuvres peut-être de manière un peu plus professionnelle, faire un inventaire des œuvres disponibles, parce que lorsqu'on annonce, ça crée quand même une vague. Tout d'un coup, les gens disent « OK, c'est qui le nouvel artiste? » Et puis là, il faut être prêt. Si un musée veut savoir cette journée-là, c'est quoi les œuvres, il faut avoir un PDF prêt. Il faut que le site web soit prêt. Il faut que les outils pour les médias soient prêts. Fait que les différents types de textes qui peuvent accompagner l'artiste dans les différents aspects de sa pratique doivent être tous placés. Fait qu'il y a tout ce travail-là de professionnalisation, dans le fond, d'encadrement qui doit être préparé pour l'annonce. Puis ensuite, bien, il y a la première foire, il y a la première expo de groupe, ensuite le premier solo. C'est tous des rituels. Je pense que ça peut prendre 1, 2, 3 ans à comme tout initier son réseau à la démarche d'un nouvel artiste. Puis des fois aussi... c'est une anecdote. Warhol, il y a la fameuse citation de Warhol, tout le monde aura son 15 minutes de gloire. Mais il y a l'autre partie de la citation de Warhol qui est, mais pour faire partie de l'histoire, il faut passer 15 fois à la télévision. Et c'est cette idée-là qu'une carrière, ça ne se fait pas en un coup. Et puis, dans le fond, notre rôle de galériste, c'est de s'entêter un peu. Et puis, donc, tu présentes la démarche une fois. Puis là, les gens voient la pratique d'un angle. Puis là, ils lisent le texte que tu as écrit cette fois-là. Ensuite, tu représentes la pratique une deuxième fois. Là, c'est d'autres œuvres. Là, ils voient un autre angle à cette pratique-là. Ils l'additionnent au premier. Et puis, ils gardent ça en eux. Puis après, une troisième fois, une quatrième fois. Puis des fois, ça va prendre plusieurs années avant, exemple, qu'un musée arrive à vraiment saisir la portée de cette pratique-là. Puis des fois, il arrive un moment où eux, pour une raison quelconque, là, cette portée-là, ils peuvent la traduire dans leur institution. Mais tout ça pour dire, ça prend du temps, il faut être patient. Il ne faut pas être pressé. Puis je pense, soit tu as peut-être vécu ça aussi. Des fois, tu prends un artiste, toi, tu sais que c'est bon, mais ça peut prendre 5, 6, 7 ans avant même de vendre une œuvre ou de commencer à travailler des institutions. Il faut que tu y crois. Il faut que toi, tu continues à montrer indépendamment. Donc, il ne faut pas avoir des attentes court terme. Il faut vraiment croire que tu développes quelque chose d'un petit peu plus à long terme que ça. Mais le rituel du début, quand même, est important. Puis, donc, pour revenir à l'angle qu'on avait, ça, c'est vraiment d'essayer très vite de placer des choses. Puis au fil des années, tu comprends mieux c'est quoi les attentes qu'il y a autour d'un début de carrière, comment il faut traduire ça pour le milieu, c'est quoi les récepteurs en place, puis comment il faut que tu prépares les outils pour rentrer dans ces récepteurs-là. Donc, tu finis par comprendre le langage à utiliser, puis le visuel, etc. Mais c'est ça aussi, quand je dis que, justement, qu'on prend notre temps pour annoncer la représentation d'un artiste, c'est que pour moi, c'est vraiment un engagement qu'on va être là avec eux dans les bons moments comme dans les mauvais aussi. Donc, il faut comprendre aussi qu'on plante des graines, puis qu'éventuellement, ces graines-là vont germer et vont porter fruit, et il va y avoir des acquisitions qui vont se faire. Mais c'est vraiment un processus là, qui prend justement énormément de temps, puis il faut avoir confiance en soi, en les artistes avec qui on travaille. Puis c'est pour ça que moi, je préfère une approche qui est vraiment plus lente, réfléchie, et qui va prendre un petit peu plus de temps, mais qui va pousser éventuellement. Très bien. Je te lance la prochaine question, Souad, puis après ça, on va revenir aux artistes. D'après toi, Souad, est-ce que c'est plus compliqué ou risqué de travailler avec des artistes de la relève plutôt que des artistes déjà établis? Les défis sont vraiment différents. C'est une question qui est un peu complexe, en fait, parce qu'aujourd'hui, je dirais qu'il y a quand même un très gros engouement de la part de certains, surtout des collectionneurs privés, je dirais, pour des artistes émergents, parce que, évidemment, on a souvent accès à des œuvres qui sont
peut-être plus abordable. Et si on a un bon œil, ben on a aussi la chance de peut-être acquérir l'œuvre d'un artiste qui va devenir une étoile montante. Donc, je dirais qu'au niveau de la réception là, des collectionneurs, il peut y avoir un engouement pour le travail d'artistes émergents. Au niveau des institutions, c'est un peu différent. Les institutions vont vouloir voir une certaine constance dans le temps, vont vouloir voir un développement de CV aussi. Donc, je pense qu'à ce moment-là, on a des acquisitions qui sont très réfléchies sur un parcours qui a déjà été prouvé d'une certaine façon. Après ça, en tant que galeriste, je dirais que c'est une expérience qui est absolument fantastique de pouvoir donner une première chance à un artiste qui émerge, de pouvoir donner une plateforme de visibilité à un artiste qui sort de l'école ou qui a besoin de sa première exposition ou qui veut faire partie d'une exposition de groupe. De pouvoir donner ce tremplin-là, en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement gratifiant. Et de pouvoir voir les résultats au long terme, c'est pas toujours nous qui allons récolter les fruits de ce que nous semons, mais au final, je pense qu'au niveau humain, il y a quelque chose d'extrêmement gratifiant dans le fait d'investir dans des artistes émergents. Je pense aussi, les collectionneurs, je pense que c'est pas juste spéculatif aussi, je pense, pour eux, on se sent bien d'aider quelqu'un. Puis quand on sent, des fois, exemple, je sais pas, on achète un Riopelle, ça n'a pas un gros effet sur Riopelle à ce point-ci dans sa vie, mais sur un jeune artiste, on voit, ou un artiste, donc peut-être qu'il a 50 ans, mais qui commence dans le milieu, puis on change sa vie. On a un effet, on peut financer quelque chose. Ça a un effet réel, là, concret pour eux. Et ça aussi, je pense, pour le milieu. Puis même chose pour les institutions, ils savent qu'ils sont en train de faire une différence, là. Maintenant, question, on revient à nos amis artistes. Comment avez-vous rencontré vos galeristes? Puis comment se sont fait les premiers pas? Parce que pour les artistes qui sont à la salle, comment ça se passe? On rencontre un galeriste, comment s'établit cette relation-là? Moi, je sais pas. Honnêtement, je pense que c'est vraiment juste avec le travail. Puis pas nécessairement ma pratique artistique, mais aussi de travailler dans les arts. Donc, je travaillais à la Fondation Phi, aux Maisons de la Culture. SOAD, en fait, c'était à la Maison de la Culture qu'on s'est rencontrés parce qu'on présentait Luce Meunier, une des artistes dans le temps, elle travaillait avec Bradley Tasqueran et Parisian Laundry dans cette époque-là. Fait que c'est juste vraiment garder contact, puis un peu comme ce qu'elle a dit un peu plus tôt, c'est vraiment une communauté. On se connaît tous éventuellement, là. On connaît toutes les galeristes, on les connaît les artistes qui travaillent. Puis avoir l'importance de cette communauté à cœur est juste là pour enrichir tout le monde, pas juste la tienne. Donc c'est juste vraiment ça, avoir comme... Tu t'étais impliqué dans la communauté, Oui, déjà, non, pas juste ça. comme artiste, mais vraiment tu étais dans cette communauté-là. Oui, donc c'est comme, genre, juste être membre, par exemple, je suis membre à Central Powerhouse, fait que je fais partie aussi du jury. Pour la programmation là-dedans, j'aide également pour les assemblées. Pareil à Guelph, d'autres galeries. Fait que comment un peu aider directement les centres d'artistes et indirectement, en fait, les autres artistes que tu te fais connaître. Ben pour moi, comme ça, j'ai l'impression que je me suis fait connaître un peu. Mais c'est aussi comme ça, en fait, que les galeristes ont une opinion de toi, pour moi, je trouve. Puis, parce que je suis pas encore représentée. Fait que, je pense qu'Ali a peut-être une meilleure insight là-dessus. Ouais, c'est un peu différent. Ben, nous, on s'est rencontrés pendant une formation de Arch. On s'est rencontrés pendant la pandémie, donc sur Zoom, je pense. Puis, j'ai visité la galerie de Hugues plusieurs fois pour voir les expositions là-bas. On a commencé à parler à chaque visite, on se parlait un petit peu. Puis, un jour, je lui ai demandé des conseils sur quoi faire, comment aller de l'avant dans le monde de l'art, parce que moi, j'ai pas vraiment ces connexions comme toi, Tarek. Genre, je travaillais pas dans le milieu de l'art, j'étais comme dans des trucs aucun rapport.
Puis Hugues m'a dit qu'il avait en tête de faire comme une sorte de mentorat informel pour des artistes émergents. Donc, on a commencé à se réunir avec 3 autres artistes, Leïla Zélie, Michael Sergil et puis Patrick Henry. Avec Hugues, on s'est réunis une fois de temps en temps pour discuter de nos parcours, de nos vies, apprendre à se connaître. Et après plusieurs mois, ça a abouti sur une résidence. Hugues nous a prêté sa galerie pour l'été. Et ça s'est très bien passé. Et à la fin de ça, tu m'as demandé si je voulais qu'on travaille ensemble. Puis j'ai longtemps hésité. Non, j'ai dit oui. Voilà. Je dis souvent, c'est assez organique. Hein? C'est ça qui se passe. C'est que... Puis, moi, je pourrais dire que ça fait 30 ans que je traîne plus ou moins dans ce milieu-là. Puis, c'est jamais arrivé que j'entreprenne une relation avec un artiste qui rentre avec un dossier, qui me remette comme ça dans les mains. Ça se passe pas comme ça, malheureusement. Et puis, souvent que la personne fréquente nos lieux, s'intéresse à nos artistes, c'est déjà un bon signal qu'il pourrait y avoir une affinité. Puis l'inverse aussi. Si quelqu'un n'est jamais venu à la galerie, s'est jamais intéressé aux artistes, n'est pas là, puis tout d'un coup rentre, puis vient comme une flèche dans le bureau avec un dossier, bien ça aussi, c'est un message. Que peut-être cette personne n'a pas pris le temps de réfléchir à ce que pourrait être cette relation-là. Ça nous met sur la défensive Ouais. assez directe. Quand Ouais. quelqu'un fait ça, on est comme... Nous, on est assez gentils, mais il y a une galeriste assez connue à Toronto qui a une galerie sur 2 étages. Puis quand les artistes arrivent en haut, elle dit un instant, puis là, elle appelle la personne à l'accueil, elle dit « Est-ce qu'il a regardé les œuvres? » « Non? OK. Excusez-moi, j'ai pas le temps. » C'est un peu ça le message. Genre, tu regardais les œuvres, t'intéresses-tu vraiment à la galerie ou tu veux avancer dans ta carrière simplement? Fait que c'est quand même cette idée-là, puis c'est pas par méchanceté, mais c'est juste on sait à quel point il faut être proche une fois qu'on travaille ensemble. Fait qu'il faut s'assurer qu'il y a une affinité. Puis donc, souvent, moi, je me fie aussi beaucoup à mes artistes. C'est sûr que si un de mes artistes me dit hey, « Je connais un tel, tu devrais aller voir », je me fie beaucoup à leur intuition, énormément. Et puis, moi, si un de mes artistes me réfère à quelqu'un, je vais toujours prendre le temps d'aller voir. Ça, c'est certain aussi. Mais ça veut dire que cet artiste-là a dû créer un lien avec mon artiste où il y a une affinité déjà entre eux. Donc, cette personne-là est un peu dans la communauté pour rencontrer d'autres artistes. Donc, je dis de là l'importance de cultiver ces amitiés-là aussi. Voilà. Ça conclut cet aspect-là des premiers pas vers les galeries et de comment ça se passe. Maintenant, Souad, pour toi et moi, comment... Ah ben ça, on a déjà parlé de ça. On ne parle plus de ça. Des critères de sélection. Ça existe-tu des critères de sélection pour une galerie? Je vais quand même chercher quelqu'un qui va être investi, en fait, dans son travail. J'ai pas vraiment de critères de sélection formel ou conceptuel. Pour moi, ça va juste être la rigueur de la pratique. J'apprécie quand l'artiste est capable de parler de son travail aussi, que je vois qu'il a quand même réfléchi un peu à ce qu'il faisait, mais ça, c'est quelque chose qui se développe aussi des fois à travers la relation avec le galeriste. Mais le fait de pouvoir converser, le fait de pouvoir discuter de l'art, c'est quand même important. Donc, je dirais, oui, la rigueur de l'artiste. Puis moi, j'ai quand même aussi un côté relationnel là, par rapport à tout ça. Donc, il faut que je sente que j'ai des affinités puis qu'on peut être un bon duo, en fait, et travailler ensemble. Donc, il va y avoir un côté aussi en termes de personnalité. Il faut comprendre qu'on passe du temps avec les artistes. Hein? Donc, tu te trouves, je sais pas moi... au milieu du désert de l'Arizona, dans un musée pendant une semaine avec l'artiste. Il faut quand même que ce soit un petit peu intéressant et sympathique. Puis je reviens sur le point de l'authenticité. Vous l'avez tous apporté à peu près à votre manière, mais c'est certain que c'est un critère important parce que quelqu'un d'intelligent qui fait un diplôme en art a compris un peu les attentes du milieu en général, puis c'est un peu, c'est quoi des courants, certaines esthétiques. Même, on voit des artistes, des fois, travailler d'une manière, ils vont aux études, puis ils sortent, puis ils sont différents. Ils ont comme compris des choses. Mais nous, notre métier, c'est de passer au travers de ça, puis essayer de comprendre c'est quoi cet artiste-là en soi. Qu'est-ce qui n'est pas le produit de son époque, mais qui appartient à cette personne-là? Puis ça, c'est tellement important parce que
sur des années et des années. Il faut que l'artiste n'ait pas juste compris c'est quoi qui, en 2023, plaît aux professeurs d'université. Ça prend une pratique qui est beaucoup plus ancrée sur quelque chose de plus fondamental en soi. Et à peu près toutes les carrières qui débouchent, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose de plus que juste être à la mode ou suivre un courant. Il faut quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Et puis, plus on avance dans la carrière, plus on a affaire des gens dans la musique qui en ont vu d'autres puis qui savent reconnaître aussi une pratique sincère d'une pratique qui ne l'est pas. Puis à un moment donné, ça plafonne s'il n'y a pas cette authenticité-là. Fait qu'avant d'investir autant d'énergie dans un artiste, on veut s'assurer que cette sincérité-là. Puis je dirais, au-delà justement des modes qui existent, moi, ce que je vais chercher, c'est être étonnée, en fait, par... J'ai pas envie de... Ben, c'est pas que j'ai pas envie, mais j'ai pas besoin d'avoir la même conversation que je vais avoir avec les mêmes personnes. Mais quand je suis en contact avec une pratique qui me déstabilise, qui m'apprend quelque chose, qui emmène quelque chose à la table aussi en termes de discussion sociale, formelle, conceptuelle, mais c'est là que j'ai envie d'en savoir plus, puis j'ai envie d'aller plus loin, en fait, puis d'apprendre à connaître la pratique beaucoup plus. À vrai dire, ça mène sur autre chose. Moi, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps de réaliser ça. Puis moi, je l'ai réalisé. Puis maintenant, j'en tiens vraiment beaucoup compte. Ça peut être un petit peu quétaine, mais à vrai dire, c'est que je veux vivre, je veux apprendre. Je suis très, très, très curieux. Puis chaque relation avec un artiste, c'est une possibilité d'apprendre quelque chose de plus, d'approfondir ma propre humanité au travers de l'humanité de cet artiste-là. Fait que si je vais chercher des artistes qui sont de la même dimension, qui ont les mêmes intérêts à un certain point, moi, je manque une opportunité. De découvrir quelqu'un d'autre, de découvrir des fois une autre culture, de découvrir un autre médium. Des fois, ça va être technologique, mais des fois, ça va être culturel. J'apprends en ce moment beaucoup sur Haïti, exemple, sur la spiritualité haïtienne. Mais ça, c'est des choses fantastiques dans nos vies. D'avoir la chance de vivre toutes ces vies-là, de vivre de près avec ces gens-là dans l'intimité, c'est fantastique. Fait que pour moi, c'est devenu un facteur aussi où, en ce sens, je me dis, ben, dans cette relation-là, moi, je vais pouvoir retirer aussi quelque chose personnellement de manière égoïste. Et puis, ça fait pas ça, Ali, mais je suis comme... je suce l'énergie des artistes. Bon, en tout cas, fin de parenthèse. Mais il reste que c'est devenu un critère pour moi. Je veux sentir que cette personne-là, je vais être déstabilisé, je vais apprendre, je vais devoir aller faire des recherches, je vais devoir en apprendre géopolitiquement, je vais devoir... Et puis ça, moi, ça me fait énormément grandir, puis je trouve que j'ai une vie tellement plus riche. C'est ce qui fait que j'ai le goût... tous les jours, j'ai hâte d'arriver à la galerie puis de faire ça. Question ouverte à tous. Quelle forme prend la reconnaissance du milieu de l'art? Cette reconnaissance des pairs est-elle importante pour le développement d'une carrière? Bon, on connaît un peu la réponse, mais vous pouvez étendre là-dessus. Ça prend quoi? C'est quoi la reconnaissance des pairs pour un public qui peut-être n'est pas aussi initié au milieu de l'art contemporain? Puis, est-ce que c'est important? Honnêtement, oui. C'est tellement comme... Pour moi, ma hiérarchie de public qui comme... que genre... Je vais prendre attention à leur opinion. C'est genre mon support system, mes pairs, puis après, le plus grand public. Parce qu'ils comprennent aussi la partie matérialité de la pratique, le stress de la fabrication, mais aussi, il y a aussi une affinité sur les projets aussi. Tu as une affinité, en fait, à comprendre un peu les recherches, les nuances, en fait, d'un travail, parce qu'un travail, c'est pas nécessairement juste direct sur un sujet. Des fois, dans mon cas, en fait, c'est un belle mess. Genre, il y a tellement de références un peu partout, puis tu auras seulement quelqu'un qui a comme cette communauté-là, en fait, comprenne cette nuance-là, est intéressé, en fait, à apprendre cette nuance-là. Et tu as un aspect un peu de support et d'acceptance. Et ça donne aussi de donner la même affaire à eux. Puis j'imagine aussi dans une étape où être artiste émergent, c'est pas facile, tout ce qui peut être sécurisant, tout ce qui peut donner de la confiance, ça doit faire une différence. Non, totalement. C'est comme... Moi, ça me fait aussi moins peur de commencer à penser à agir en public. Là. Je préfère juste penser à ma communauté d'artistes. Puis pour moi, ça, c'est comme... C'est vrai que c'est sécurisant. Mais c'est juste... Je suis capable d'avoir cette discussion critique sans devoir diluer le travail, des fois. Et j'apprécie vraiment ça. Même si j'ai un public aussi qui vient, que genre, je suis capable d'avoir cette discussion critique, pour moi, c'est vraiment tellement enrichissant et nécessaire aussi à ma pratique. Ouais. Toi, Ali, est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce point-là?
Ouais, j'aime ce que tu as dit aussi, Riam. Moi, j'aime aussi, avec le grand public, peut-être que je m'associe plus à eux parce que comme j'ai pas les pairs de l'école, avoir l'œil de quelqu'un qui arrive comme ça, genre, devant un de mes dessins, ça m'enrichit aussi, je trouve, d'avoir toute une variété de... C'est ça. Hein? Puis d'ailleurs, Michael, je vais te citer Michael Sergé, je trouvais ça tellement beau. On parlait de c'est quoi être un artiste émergent, puis je leur posais des questions. On riait un petit peu dans nos réunions dernièrement. Puis Michael a dit quelque chose de très beau. Elle a dit, toi, tu as gagné le gala de Dynastie. Et puis quand on dit reconnaissance d'une communauté, il y a la reconnaissance des musées, oui, c'est valorisant, des médias. Mais toi, d'avoir gagné le gala de Dynastie, la communauté afro-québécoise qui te reconnaît comme artiste de l'année, ça veut dire quelque chose aussi. Je pense à une autre artiste avec qui je travaille, Karen Tam. C'est drôle parce que Karen a des fois comme presque saboté des projets de musée. Mais si on l'invite à faire un projet avec les femmes âgées dans Chinatown, elle est toujours là. C'est comme puis de voir aussi comment on définit cette communauté-là, puis la reconnaissance des pairs, c'est quoi et c'est qui. Dans le fond, c'est de l'humain aussi. Donc, il y a la carrière, mais il y a aussi la communauté au sens humain du terme, et puis de vouloir vivre des relations riches. Soit veux-tu ajouter quelque chose? Non, j'approuve tout ce que vous dites. Okay, merci. La dynamique du marché est-elle différente pour les artistes de la relève par rapport aux artistes établis? Souad, as-tu quelque chose à dire là-dessus? Ben ouais, je pense qu'on a déjà touché à ça un peu, là, mais comme je l'ai dit auparavant, c'est des défis qui sont différents. Il y a différentes raisons aussi pour lesquelles on collectionne. Il y a différents parcours. Mais oui, je pense que oui, là, la dynamique est différente pour les artistes émergents que les artistes établis. J'ai envie de répondre juste par un oui, en fait. Oui, c'est différent. Ben, on pourrait penser à différentes étapes, puis il y en a tellement de subtilités, puis tellement de trajets différents. Il n'y a pas une recette précise. Mais il reste quand même qu'au début, un artiste sort, soit qu'on prend connaissance de son travail sans qu'il passe par l'université ou peut-être par l'université. Et puis au début, dans le fond, cet artiste-là, le défi, c'est un peu de s'orienter tout d'abord, genre dans quel milieu il vient de débarquer, dans quoi il débarque. Puis aussi, comment se créer une communauté dans ça, dans cette nouvelle chose qui s'offre à cet artiste-là. Puis c'est mélangeant, puis il y a une cacophonie, à vrai dire. Puis si j'avais à dire même quelque chose, je dirais, quand moi, étant vieux, dans les années 90, je suis sorti dans le milieu de l'art, ce qui était dur, c'était d'avoir une voix, parce qu'il fallait obtenir une expo dans une galerie, il n'y avait pas d'Internet ou très peu d'Internet, on n'avait pas de site web, on n'avait pas de médias sociaux, il fallait imprimer des catalogues, faire des choses. Maintenant, le défi d'un jeune artiste, c'est que tout le monde a une voix. Donc, un exemple que j'utilise une fois, une commissaire d'un des grands musées ici en Amérique du Nord me disait une fois avoir dans son inbox 25 000 courriels qu'elle n'a pas ouverts. Rajoutons à ça qu'il reçoit... Et essayer de suivre les artistes sur Instagram, sur Facebook, ajoutons à ça Twitter, ajoutons à ça Messenger, WhatsApp, la quantité d'informations qui arrivent au visage dans une journée. Donc, le défi d'un artiste des années 90, c'était d'avoir une voix. Maintenant, c'est tout le monde est en train de parler, tout le monde est en train de se faire voir. Comment toi, tu peux t'élever là-dedans, puis te faire voir? Donc ça, je pense que c'est une première étape qui est dure, juste à sortir de cette mêlée-là, se créer une communauté qui peut peut-être nous aider, ou en tout cas, nous donner un sens à ce qu'on est en train de faire. Fait que ça, c'est la première étape. Ensuite, il y aurait peut-être ce qui serait mettre en place le début d'une carrière, les premières étapes professionnelles, professionnalisation de notre propre relation, notre pratique, et puis de s'entourer de gens qui peuvent nous aider là-dedans. Là, on arrive dans une nouvelle étape dans sa carrière, finalement. Puis ensuite, peut-être... la reconnaissance des pairs, c'est quelque chose qui structure, comment on parle avec des institutions, comment on se fait reconnaître. Ensuite, dans un réseau, on se fait reconnaître à un niveau local, mais comment on arrive à être en dialogue avec des musées à l'international, avec des biennales à l'international. Là, ce ne sera pas le sujet de la conférence aujourd'hui, mais il reste que c'est ça aussi. Arrive un point, quand on est artiste émergent, on arrive à cette nouvelle étape-là. Comment on navigue là-dedans, et c'est très complexe.
Et puis, donc, comment on peut s'entourer de gens qui peuvent nous accompagner là-dedans. Et puis, arrive éventuellement l'autre étape qui est, on est un artiste connu, ça fait 20, 30 ans qu'on est dans le milieu, et comment on continue? Comment on approfondit cette démarche-là? Est-ce qu'on arrive à se renouveler et à continuer à rester pertinent pour ces institutions-là et les pairs qui se sont rassemblés autour de nous? Fait que là, je viens de faire un portrait caricatural incroyable d'une carrière d'artiste, là, mais il reste que c'est toutes des étapes différentes. Et quand un artiste de 65 ans sort son solo et puis que les gens le suivent depuis 40 ans, c'est pas la même dynamique, autant au niveau du marché, relations médiatiques, communication, que quand un artiste fait une apparition pour la première fois dans un centre d'artistes ou dans une galerie. Donc, c'est vraiment, il faut s'adapter à cette réalité-là. Déjà, merci beaucoup. C'était très, très intéressant. Moi, je suis artiste professionnelle depuis maintenant 3 ans. Puis, ça m'intéresse énormément de savoir votre perception de tout ça. Alors, j'ai entendu récemment dans un podcast qu'un bon artiste était un artiste mort. Puis, j'ai trouvé ça terrible parce qu'on dirait qu'il y a un lien entre la quantité d'œuvres d'art disponibles, puis la rareté, puis ça fait monter la cote, etc. Mais j'ai trouvé ça comme terrible pour un artiste émergent parce qu'on dirait que le chemin est long, puis on dirait aussi que c'est l'image aussi de cet artiste-là qui est tellement dévoué au fait de produire de l'art qu'au final, il n'est pas armé pour le côté diffusion, commercialisation. Et je me demandais, vous qui êtes comme l'intermédiaire aussi entre les collectionneurs et les artistes et qui êtes en contact avec des artistes émergents qui exposent, est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose qui est en train de changer, que les artistes émergents sont un peu plus armés, un peu plus conscients aussi de la manière avec laquelle le marché de l'art fonctionne et un peu plus actifs aussi dans la diffusion et la commercialisation de leur propre art? Bien, à vrai dire, première partie de la réponse, je dirais que c'est deux réseaux différents. Les gens qui disent des choses comme ça, c'est des gens qui s'intéressent à ce qu'on appelle le marché secondaire. C'est-à-dire qu'ils ont des réflexes différents, des intérêts différents. Ils ne sont pas dans le milieu de l'art pour la même raison. Donc, un galériste, exemple, qui va vendre des œuvres d'artistes décédés, est souvent un galériste qui a une très bonne connaissance de l'histoire de l'art et qui peut positionner cette œuvre-là dans l'histoire de l'art. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir une œuvre importante qui lui passe entre les mains. C'est pas la même psychologie que quelqu'un comme Soad qui veut prendre un jeune artiste et l'aider dans les premières étapes de sa carrière. Et puis peut-être aller un peu taquiner l'histoire de l'art, tu sais, puis croire que cet artiste-là aurait sa place dans l'histoire, mais c'est pas du tout la même psychologie. Les collectionneurs aussi, c'est très rare qu'on va avoir un collectionneur qui s'intéresse au marché historique et qui aussi veut changer la vie de jeunes artistes. C'est pas du tout les mêmes profils. Puis même dans les institutions, souvent, c'est des postes différents. Quelqu'un qui s'occupe de l'art canadien historique n'a pas le même profil universitaire et parcours professionnel que quelqu'un qui va travailler en art actuel. Fait que probablement, il y a ça. Probablement, le podcast faisait allusion peut-être plus à l'univers du marché secondaire. Et puis, toi, Soad, veux-tu prendre pour rajouter là-dessus? Ben, j'ai l'impression que, tu sais, des fois, c'est un peu stéréotypé de dire qu'il faut que l'artiste soit mort pour que ça ait de la valeur. Là, je pense que c'est vraiment une question de... C'est une vision vraiment mercantile, en fait, du travail de l'artiste en termes de, justement, de demande et de disponibilité. Puis après ça, je veux dire, tout est flexible, tout est vraiment malléable là, au niveau de comment est-ce que tu juges de la valeur de quelque chose aussi, d'une certaine façon. Donc, après ça, c'est sûr que le travail va prendre de la valeur avec le temps. C'est juste la façon dont les choses fonctionnent. Mais de là à dire qu'il faut que l'artiste soit mort, je pense que c'est plus vraiment la réalité, en fait, aujourd'hui, là, pour... au contraire, en fait. À vrai dire, on pourrait étendre là-dessus, mais en ce moment, exemple, aux États-Unis, il y a une folie absolue où on va avoir des artistes dans la vingtaine qui se vendent pour des demi-millions, qui des fois vont battre... Tu peux acheter leur dessin, c'est plus cher que d'acheter un dessin de Goya. Fait que là, l'histoire de l'art ne fait plus aucun sens, dans le fond. Mais on est dans une spéculation économique précise d'un pays précis. Mais je pense que si on revient à notre milieu ici au Québec, il y a beaucoup plus d'outils pour les jeunes artistes en ce moment qu'à une autre époque. Ils sont plus formés qu'à une autre époque aussi. Puis, je pense que notre milieu de l'art arrive à une belle maturité.
où je pense que c'est de plus en plus intéressant d'être artiste au Québec. Il y a de plus en plus il y a un écosystème plus intéressant qu'à une autre époque pour les jeunes artistes. Alors, merci pour tout ce que vous avez présenté. En fait, on connaît très bien le marché de l'art, on connaît les challenges, tout ça. Je me demande, en fait, est-ce que la dynamique est différente dans le marché? Ben, évidemment, elle est différente, mais comment est-ce que vous voyez que c'est différent par rapport à des artistes qui n'ont pas de médium de prédilection, qui ont une pratique plus engagée, plus politique, plus conceptuelle. Puis, qu'est-ce que vous faites et quels conseils donnerez-vous à des artistes qui travaillent de la sorte pour quand même, pour ne pas devoir faire des jobs de subsistance quand même, mais sans pour autant faire de la déco, sans faire quelque chose qui ne leur ressemble pas, comme vous étiez tous en train de dire. Voilà. Ben, à vrai dire, Peut-être que je pourrais donner un exemple. En fait, c'est sûr que ça dépend c'est quoi vos objectifs, mais si on prend, par exemple, la gagnante du Louis Comtois cette année, Karen Ellen Spencer, qui a une pratique très, très engagée socialement, qui a fait ça pour des années et qui n'est pas représentée par aucun galeriste, en fait, là. Puis, je veux dire, elle a une reconnaissance incroyable et son travail est absolument incroyable aussi. Puis, je pense que, justement, l'authenticité est restée au cœur de sa pratique et c'est ce qui a motivé, en fait, son travail, qui a vraiment une portée sociale importante et où est-ce que, justement, on se retrouve avec des différents environnements là, dont les cloisons sont poreuses, en fait, là, donc le social et l'art qui viennent se visiter. Après ça, pour ne pas faire des jobs de côté, je ne sais pas si... Hugues, tu veux dire? Non, mais à vrai dire, il y a quelques années, le critique new-yorkais Jerry Saltz était venu à Montréal. Il présentait un nouveau livre pour les artistes de la relève. Quoi faire, une espèce de guide. Puis il disait, c'était intéressant ce qu'il disait. Il disait, le but n'est pas d'être artiste à temps plein. À vrai dire, ça, c'est quelque chose de très nouveau, cette obsession-là d'être artiste à temps plein. Marcel Duchamp était prof de français. Picabia vendait du sucre. Les artistes qu'on voit dans les grands musées avaient des jobs, souvent, dans la modernité du moins. Et puis lui, il disait, le but, c'est peut-être pas d'être artiste à temps plein, mais si tu arrives à être plus souvent dans l'atelier que dans ta job alimentaire, c'est une grande victoire. Donc, exemple, si tu avais un emploi alimentaire 3 jours semaine, puis 4 jours semaine, c'est ta pratique. Bien là, tu es plus de temps au service de ta pratique que de ta job. Fait que donc, lui disait, peut-être pour les artistes, c'est plus réaliste de penser ça, pas tant d'être complètement indépendant financièrement, mais de trouver une espèce d'équilibre entre un emploi à temps partiel, tout ça. Ça, c'est au niveau très pratico-pratique. Pour ce qui est de ta question par rapport à l'interdisciplinarité, je pense plus que c'est un facteur autant qu'avant. Je pense, exemple, à un musée qui voudrait bien travailler, qui s'intéresserait à ton travail. Le rang, au départ, c'est de s'intéresser à ta démarche. Donc, essayer de comprendre qui tu es, comment tu travailles, voir plusieurs de tes œuvres, développer une compréhension de ta pratique. Ensuite, la deuxième question du musée, son mandat, c'est de collectionner des œuvres pertinentes pour sa collection, qui vont faire foi de notre époque. Donc, pour le musée X, ce serait quoi la bonne œuvre de toi? Peut-être une performance, peut-être une photographie, peut-être qu'ils vont acheter un protocole pour une danse, peut-être qu'ils vont acheter... Donc, ils ont bâti toutes sortes d'outils les dernières années. On pense à des artistes comme Tino Segal, où il n'y a même plus de contrat, il n'y a rien par écrit, c'est de l'oral. Le musée achète une instruction verbale de ce que pourrait être l'œuvre. Donc, on a été très, très, très loin pour décloisonner. Puis, je pense plus qu'il y a de musée qui va se dire... Bien, il y a certains musées qui ont des médiums précis, mais c'est de moins en moins l'approche. Même depuis 1980, non, 2000, à peu près, le MoMA, exemple, n'a plus de réunion disciplinaire. Donc, le commissaire de la photo doit travailler avec le commissaire d'art contemporain, doit travailler avec les autres commissaires. Donc, il refuse de penser en silo par discipline. Je suis entièrement d'accord, sauf que par rapport aux galeries, on a l'impression que c'est quand même un sillon assez important qu'un artiste crée au moins plus d'objets, ou bien que sa pratique soit beaucoup plus
visible par rapport ou à travers des objets ou à travers des choses qui seraient possibles de collectionner. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit par rapport à Tino Sehgal, etc. Mais pour arriver à un musée, il va falloir passer par une galerie. Puis je ne connais pas. Pas nécessairement. Ouais. Elle veut dire, moi, je trouve. J'accompagne des artistes qui font de la performance, exemple. Et puis, on a vendu des œuvres à des musées, des œuvres performatives. Ce qu'on vend, dans le fond, c'est. Des fois, il y a des objets qui accompagnent la performance. Des fois, il n'y en a pas. Et ce qu'on vend, c'est un protocole. Dans le fond, c'est une entente avec le musée de comment cette œuvre performative-là va être réactivée dans le futur. Et puis, donc, c'est des choses qui, en tout cas, moi, je ne me souvenais pas des années 90 que ça se faisait, mais maintenant, on est rendu là. Puis même, ça pose des questions plus importantes que ça, ou plus intéressantes que ça. Exemple, une artiste autochtone qui fait de la performance. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un musée qui possède des objets qui ont été confisqués aux Autochtones collectionne maintenant l'art d'un artiste autochtone? Quel genre de protocole il faut mettre en place? Qu'est-ce que le musée doit se poser comme question sur comment il va respecter l'activation de cet objet-là dans son musée? Il y a toutes les questions en ce moment en Europe, les musées français, doivent-ils retourner les masques africains ou pas? Et puis là, ils vont dire, il faut vous respecter les masques africains. Puis les Africains disent, non, nous, on ne fait pas des musées, on veut faire autre chose avec ces masques-là. Donc, c'est toutes des questions, je pense, qui dépassent même de l'interdisciplinarité. On est dans une période intéressante où on se pose des questions sur la culture et comment nos musées, qui sont des coffres-forts de l'injustice, peuvent gérer la culture, être en dialogue avec des artistes, les respecter et activer leurs objets ou leurs pratiques dans toute leur subtilité. Puis on se pose des grosses questions. On est dans une période intéressante de transition, je pense. Bonjour, merci d'être là aujourd'hui pour nous aider, nous éclaircir des sujets. J'ai une question, c'est, vous avez parlé que pour avoir une opportunité d'être en contact avec une galerie, un artiste de la relève, ça prendrait d'aller chercher son réseau, ses réseaux, faire des rencontres, aller visiter le studio, d'avoir un échange. Est-ce pour un artiste de la relève qui n'a pas encore été en contact avec des publications, la reconnaissance des pairs, ou qui n'a pas eu encore d'exposition au plural, là, il a eu une, deux, on ne sait pas combien, est-ce qu'ils ont quand même d'opportunités d'avoir ces contacts-là, ou est-ce qu'il faut encore acheminer son parcours pour arriver à une galerie? Mais juste là, je vais dire en fait, les centres d'artistes font des appels de dossiers et il faut soumettre à ces centres d'artistes-là parce que nous, on y va, on va les voir, ces expositions-là. Puis, il va y avoir un comité qui va regarder le dossier, qui va dire oui, non, qui vont regarder. Déjà là, on a une forme d'approbation des pairs si on réussit à avoir une exposition dans un centre d'artistes. Il y a la Maison de la Culture aussi qui existe. Il y a plein d'étapes de lieux, en fait, d'exposition qui existent avant d'arriver, en fait, en galerie. Donc, c'est ça. Je dirais de faire attention, justement, aux appels, comme la Fondation Molinari, ils ont un appel de dossier pour une résidence en ce moment. Stuart Hall, à Pointe-Claire, ils ont un appel de dossier pour une exposition là-bas. Il y a plusieurs opportunités, en fait, de faire acheminer votre travail. Puis même si vous n'avez peut-être pas l'exposition, vous allez quand même avoir des personnes qui vont avoir vu votre travail. Et c'est pas parce que vous avez un nom une fois que vous devriez abandonner. Persister, ça va se rendre éventuellement. Ça, je vais ajouter à ça. Non, les centres d'artistes, bien aussi s'informer sur les mandats des centres d'artistes. Certains centres d'artistes vont présenter uniquement des travaux d'artistes femmes ou féminins. Dépendamment aussi c'est quoi leur mandat des travaux qu'ils veulent présenter plus en politique. Donc vraiment aussi lire la galerie, le centre d'artistes qui cherche. Et c'est ça, un nom, en fait, c'est des dossiers qu'ils reçoivent, ils reçoivent des centaines. Il n'y a rien de personnel dans un nom. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut comme démystifier ça. C'est pas un nom parce que son travail n'est pas suffisant. C'est probablement peut-être un nom à cause que
ça ne fitait pas avec le reste de la programmation, parce qu'ils cherchaient quelque chose d'autre ou parce qu'il y avait juste un autre dossier qui les intéressait mieux. S'il n'y a rien de personnel, ils connaissent zéro. C'est vraiment essayer de... Ils évaluent en fait les dossiers selon leur mandat. Donc, justement, lire bien le mandat. Et comme Sohal a dit, ça, c'est un jury de pairs. Donc, quand on dit un peu aller chercher la reconnaissance des pairs, appliquer dans un centre artiste est déjà une reconnaissance de pairs. Aussi, c'est un bel exercice de monter le dossier, rédiger les textes, d'être en contact avec sa propre démarche pour le faire. Un autre truc aussi, des fois, auquel je pense pour des artistes, c'est de fréquenter un petit peu le milieu, puis de voir des lieux qu'on apprécie. Exemple, peut-être pour ton travail, ce serait la SAT. Peut-être, quand tu vas à la SAT, tu aimes ce qui est présenté, tu te reconnais dans cet endroit-là. Peut-être que pour toi, c'est la Centrale, qui est un centre d'artistes engagé, féministe. Tu te reconnais dans ce lieu-là. Peut-être que pour toi, qui aime la technologie, ça va être, ou la photographie, ou de l'image vidéo, tu vas plus te reconnaître à Vox. Donc, les fréquenter, puis une fois que tu identifies des lieux qui t'intéressent, juste y aller. Aussi simple que ça, parce que peut-être les gens qui sont dans cette salle-là aussi s'intéressent à ces choses-là. Puis ensuite, il y a les hasards de la vie, puis les rencontres. Et puis, vas-y avec des amis, c'est moins gênant, comme disait Sohad. Ça, c'est encore mon jour. À ce jour, c'est mon truc, là. Et puis tranquillement, tu rencontres des gens avec qui tu partages des intérêts, puis il y a quelque chose qui se passe. Il faut être un petit peu patient aussi, mais puis les dossiers d'artistes intéressants. J'ai des artistes, exemple, qui exposent dans les musées, mais qui continuent à envoyer pas un dossier, mais 50 dossiers par année. C'est comme, c'est un travail, ça aussi, quand tu es artiste. Préparer les dossiers, puis les envoyer. Puis à un moment donné, c'est à Calgary qu'a eu l'expo. Puis à un moment donné, je pense à Karen, une fois, elle avait entendu parler qu'il y avait un centre à New York de diapositives où les commissaires aimaient se rendre. Puis elle a envoyé ses diapositives. Puis là, il y a une commissaire qui a trouvé ça. Puis elle a une expo au Drawing Center à New York. Mais tout ça pour dire que tu ne sais pas. Fait que c'est presque statistique. À un moment donné, si tu envoies 50 dossiers, il y a plus de chances que tu aies une expo que si tu n'en envoies pas. Mm-hmm. Et puis, c'est plate les dossiers, mais il reste qu'une fois, tu as ton texte de démarche, tu regardes un peu le mandat du centre d'artiste, ton petit paragraphe d'intro, tes diapos ont déjà été... tes diapos, je révèle mon âge, là, mais tes JPEG sont prêtes, sont professionnels, et puis ensuite, c'est du copy-paste, puis tu l'envoies, puis il y a le regroupement des centres d'artistes du Québec, un site web, où tous les centres d'artistes sont listés. Donc, tu vas, tu identifies. Je sais que Karen, en tout cas, qui est une machine là, pour ça, là, elle a tout son calendrier, des dates de tombée, puis à chaque année, il le fait. Puis à chaque année, il y a 3-4 expositions qui viennent de ça, juste de cette espèce de travail-là. Elle pousse les portes. Puis c'est pas quelqu'un qui est pushy ou qui est agressif, là, c'est juste qu'elle n'en laisse pas passer une, elle fait le travail. Je te dirais également, trouve-toi un ami ou une amie qui est bon en écriture. Non, mais quelqu'un que tu fais confiance, qui te connaît bien, puis surtout, genre, juste fais lire ton texte avant et avoir leur avis, puis ça fait vraiment une géante différence. Puis tu sais peut-être juste le faire lire par quelqu'un d'autre. Déjà, là, tu t'entends genre d'une autre voix et tu réalises déjà comment on peut ajuster pour que ça soit beaucoup plus représentatif de ta pratique. Mais si on peut revenir, il y a Arch aussi qui fait un travail exceptionnel pour les artistes de la relève, puis qui pourront probablement aussi vous mettre en contact avec des pairs, puis aider aussi. Un super beau travail de démocratisation aussi sur la page Instagram, là, où est-ce qu'on explique aussi certaines démarches là, c'est très simple. Donc, il y a quand même des ressources qui sont disponibles là, pour ça. Merci tout le monde, vraiment. Merci mes copanélistes.